La commune de Mbasi, dans le sud du Rwanda. Ces collines grouillaient de vie auparavant. Mais la plupart de ces 30 000 habitants ont fui en 1994 pour échapper à la guerre. Consciencia, Jean-Baptiste et leurs 8 enfants sont parmi les premiers à revenir à Mbasi. Après avoir vécu pendant des semaines dans un camp de réfugiés, ils recommencent leur vie à zéro. Leurs récoltes ont été pillées, leurs champs laissés en friche. Consciencia et Jean-Baptiste sont Hutus, l'ethnie majoritaire au Rwanda. Mais pendant le génocide, les miliciens les accusaient d'avoir du sang Tutsi dans les veines. Ils ont été forcés de fuir, comme des centaines de milliers d'autres Rwandais. impamvu yabiteye twagiye tubona mbega murabona ko nturi umuhanda bamena abasirikare ahangaho tubisitswe abasirikare ahangaha bareta yahozeho baraza ngo tuve mu mazu ngo hagiye kubera imirwano babanje kujya bica bavuga ngo ni abatutsi babahundaguza amafunda bikeye bavuze ngo bamaze kubarangiza ntubabona ufite ibintu babandi babimaze bakamutera bari bamaze kwica barenga nk'abatandatu n'abagore babo mbega batarobanura ubwo muri iyo minsi twagiye ariko wa kane nimugoroba ngo bucya kuwa gatanu bari kuza bagashafisha aha hose iwacu bakarangiza bavaga rimwe nabo bo hakurya aho bishe. En moins de 3 mois, près d'1 million de Rwandais ont été tués au cours d'un génocide qui visait à exterminer une ethnie entière, les Tutsis. En juillet 1994, alors que les rebelles du Front patriotique rwandais, le FPR, avancent vers Kigali, les auteurs du génocide fuient vers le Zaïre. Ils entraînent avec eux 1 million de Hutus. 10 000 Rwandais franchissent la frontière chaque heure, sans se douter que de l'autre côté, la mort les attend. Quand nous sommes arrivés à Katale, c'était l'enfer. 250 000 réfugiés rwandais vivent entassés ici dans des abris de fortune. Un immense bidonville improvisé sur la roche volcanique. Tous les matins, une équipe de Care Canada ramasse les cadavres abandonnés le long de la route. En 2 semaines, le choléra a tué 50 000 réfugiés au Zaïre. Dans ce seul camp, on enterrait 800 cadavres par jour, surtout des enfants. I'd seen quite a few disturbing scenes through the media, and I decided that if you wait for someone else to do something, a lot of times it doesn't happen. And I thought with the resources that my police department has, that we could go and do something. When we first arrived, of course, we were struck with the sheer horror of what we saw, and none of us were expecting this extent of devastation. It's been quite an experience. It's the most difficult thing I've ever done in my life. The media just can't portray what is over here. The sights, the sounds, the smells. It's just phenomenal. It's just a complete assault on your senses.
Since we've been here, every member of the team has worked very hard. We've been involved with digging a latrine. We did some drainage ditches for the new hospital, helped in the intensive care with the babies, washing and diapering them. We've been involved also with the collection of the bodies. Les images du choléra qui ont fait réagir Michael ont aujourd'hui disparu des camps. Grâce à un fantastique élan de générosité, l'épidémie a été maîtrisée et des milliers de vies sauvées. Mais les réfugiés demeurent vulnérables, totalement sous l'emprise de ceux qui imposent la loi du plus fort dans les camps. We're hoping that we can allow Canadians to focus on what's going on here. It seems now, unfortunately, the media has left. There's no military protection for these people, and we just don't want the rest of the world to turn their backs on them. When we were coming over, we were under the impression that the United Nations had a force of security here and that there are a number of different national defense forces here to protect these people, and there just isn't. The protection comes from some of the Zairian military or paramilitary. These people haven't been paid in 2 years, and they get their payment usually by the end of AK-47. That's what happened to me this morning. I very much fear for these people. There's been a number of incidents in the camp where there's been a lot of people injured and some people killed because of the problems of security or lack of it. Après avoir assisté impuissante au génocide d'1 million de Tutsis, la communauté internationale se précipite au secours des réfugiés au Zaïre. L'opération coûte $1 million par jour. Pourtant, certaines agences ont aujourd'hui l'impression d'avoir nourri des assassins. Cette population est véritablement prise en otage par les anciens meurtriers, c'est-à-dire qu'ils ont reconstitué dans les camps un espèce de petit Rwanda en miniature, où les gens sont organisés par commune, par village, etc. Et l'ensemble de l'aide internationale, l'ensemble des organisations humanitaires utilisent ce système de distribution pour donner de l'aide aux réfugiés. Donc ça veut dire que toute l'aide internationale qui est donnée aux gens, bien sûr, elle sauve un certain nombre de vies humaines, mais en même temps, de façon vraiment consubstantielle, elle renforce un régime meurtrier. Ils sont omniprésents dans les camps. Préfets, miliciens et même soldats de l'Ancien Régime supervisent la distribution des vivres. L'aide humanitaire devient un enjeu permanent de pouvoir, une arme de chantage et de contrôle dans les mains des instigateurs du génocide. À plusieurs reprises, les travailleurs de Care Canada ont dû quitter les lieux à cause de la violence. We have a lot of military in the camps, and they sometimes try to loot things. They get into conflicts with the camp population, sometimes with the local population. So we have all sorts of, there's also political violence between the refugees, which is in situations where refugees think that somebody is alleged Tutsi, and we've had at least 30 killings since the beginning of August in all the camps. And we know that we actually have many more. We just see the tip of the iceberg. Lynn Ngugi veut briser cet étau de violence autour des réfugiés. Travailleuse sociale originaire du Kenya, elle incite les femmes et les jeunes à s'organiser pour résoudre les problèmes dans le camp. %80 of the population is women and children, and they are always marginalized where participation in decision making is concerned, and these are decisions that affect them and children, and they are left very vulnerable. But we want to change this. We want them to have their right, because they are entitled to a right here in a refugee camp. They are entitled to food, they are entitled to shelter, they are entitled to everything else.
the setup here is always very male-dominated. The women keep suffering, even if it's their husbands who are going to collect the stuff. Sometimes the husbands on the way, they sell a little bit of what the women and the children need very, very much at home. Avec l'aide de l'IN, les femmes et les jeunes ont construit 15 centres communautaires comme celui-ci. On y héberge des orphelins, on nourrit les plus démunis. On y discute aussi de la violence qui fait de plus en plus de victimes à Katale. The youth, in collaboration with the women, have a weekly sitting whereby they discuss security in the camp. And women have many times come to this committee because it's respected, because they are very disciplined. And they report cases to them, and usually they call the culprits. And some of them they talk to, and they are ready to reform. And some of them, they have to be handed to the local authorities. But all the same, security is a big issue here, and I think we still need security rather than the basic security that we're having now. We cannot really do very much at this point. We're just hoping that it's not going to explode. We cannot really police the camps. We do not have the personnel, we don't have human resources or any other resources to do it. So we basically have to count on the refugees themselves, sort of organizing themselves in the camps and trying to maintain some sort of law and order here. La loi et l'ordre sont assurés pour l'instant par ces hommes, 30 000 soldats et officiers de l'ancienne armée rwandaise, dont certains hauts responsables du génocide. Vaincus par le FPR, ils utilisent les réfugiés comme monnaie d'échange pour négocier leur retour au pays. L'armée, d'abord, est avec sa population. Et il y a une certaine, je dirais, synergie entre l'armée et la population qui est en exil. Et d'ailleurs, l'armée a joué un grand rôle pour évacuer le maximum possible de gens que le FPR voulait exterminer. Le FPR n'est pas aimé par la population rwandaise. Le FPR se croyait libérateur. Avez-vous, madame, vu un pays où un libérateur est fui par la population? Et surtout quand vous parlez de 850, moi j'estime le nombre de gens qui ont fui le pays à 4,5 millions. Les extrémistes Hutus qui contrôlent les camps ne reculent devant aucun moyen pour garder les réfugiés en otage. La propagande, les rumeurs, les menaces, la terreur sont monnaie courante pour empêcher les réfugiés de retourner au Rwanda. We have had 3 attempts to organize repatriations from the camps, and 2 of them had to be cancelled completely. One of them actually ended in violence, and only one was partially successful, and this all because of the intimidation in the camps. People came to us and told us that they wanted to leave, and then once we wanted to take them to Rwanda, nobody showed up because they were intimidated by the other refugees. Nous pensons que la raison va primer, et la raison c'est les négociations. Au cas où vraiment les gens n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente, vous comprendrez que des milliers de réfugiés qui sont à l'extérieur ne vont pas supporter les conditions qu'ils vivent. Et là, l'utilisation de la force n'est pas exclue. Avant que la situation ne s'envenime, les casques bleus de la Minoire, la mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda, franchissent la frontière zaïroise pour tenter de convaincre les réfugiés de rentrer au pays. La Minoire décrit le Rwanda comme un paradis où règne la paix et la sécurité, en opposition au camp de la mort du Zaïre.
on a été très mal compris. La réaction a été quand même assez violente de la plupart des gens qui travaillaient à Goma, qui disaient, bien, nous, on n'a pas d'évidence que réellement la situation est calme au point où vous pouvez encourager les réfugiés à revenir chez eux. Donc, on a fait peut-être, c'est un fiasco total et ça n'a pas fonctionné. They say that their greatest wish is to go back home. But right now, to go back home depends on security. So their greatest wish is security. Of course, among other amenities, they need sufficient supply of food, they need sufficient supply of water, medicine, and stuff like that. This area, as you can see, is not very conducive for them to live. They are living on the rocks, and it's very, very difficult. The sanitary conditions are still, not very good because of the kind of landscape that we have here. And they are not comfortable here. They would like to go back home. It's everybody's wish to go back home. But they need security, and they need assurance of security. Butare, dans le sud du Rwanda. Difficile de trouver ici le paradis décrit par la propagande de la minoire. Omniprésents, les soldats du Front patriotique rwandais, le FPR, y font la loi, souvent de manière expéditive. Dans les semaines qui suivent la prise du pouvoir par le FPR, des milliers de Hutus sont victimes de représailles brutales de la part des nouveaux maîtres du pays. Dans cette assemblée, le Premier ministre reconnaît que la vengeance a déjà fait des victimes et qu'elle doit cesser. nta munyarwanda ugomba kwicwa adaciriwe urubanza aho ari we wose haba ni mu misozi haba se mu ngo ndagira ngo ababikora abyirinde n'uwabikorerwa abitugezeho. So what is request of those people being in Zaire or in Tanzania for that matter is to come back and work for this country. We are not going to kill anybody. So people don't have to be fearful of any insecurity here. À l'intérieur même du Rwanda, 1 demi-million de personnes se sont réfugiées dans des camps. Fuyant les massacres et les combats de juin 1994, ils se sont déplacés vers Gikongoro, dans le sud-ouest du pays, une zone alors contrôlée par les troupes françaises de l'opération turquoise. Malgré les appels répétés du FPR, la plupart craignent de rentrer sur leurs collines. Antoine Siboumana, lui, a décidé de rentrer. Antoine a été bourgmestre de la commune de Mbazi avant de se réfugier ici. Il veut convaincre les habitants de son village, la plupart Hutus, de retourner avec lui à Mbazi. Twebwe impamvu tutataha turagenda mbega nkanjye naragenda garuka kiwe naragiye ngeze muhira ugasanga mbega abantu baraza akayagenda atunga agatoki ku muntu ati wowe uri umwicanyi kandi ari ukubera ibintu by'ubwangano mbega akwanga akavuga ngo uri umwicanyi. Murabona amaherezo yaba yahe murakeka ko ifuturo ry'ikibazo cyanyu ryabiriye muzahamaha muzaguma gutya bizagenda biti. Ituma dutinya gutaha nuko bavuze ko abantu ba FPR bigeza ninjoro bakaza bakakubwira ngo kingura ngo tukubwire wakingura bakahita bakujyana ntugaruke
abantu benshi bagiye babura ngo kuri ubwo buryo kuko abantu babashimuta bakabatwara bakabica kandi hari abantu b'abaturage bahari bagenda bavuga ngo kanaka ngo yarishe cyangwa se yarasahuye cyangwa se yatwaye inka bakabajyana bakabica, nicyo cyagiye gituma abaturage benshi batanataha. Ubu se ngiye i Butare nkabonana n'abaminwari, icyo kintu nkakibasaba bakakinyemerera ko nimugerayo nta muntu uzahungabanywa, uretse nanone nyine ugomba gukorana n'ubucamanza ufite icyo yakoze akabazwa n'ubucamanza. Mwahaguruka mukaza tugataha. Twabyemera twese, ubundi twese twabyemera rwose. Hari ikindi kibazo bwana uretse ijyamo nk'abantu bagomba kubarinda, ni komine na za segiteri hakaba hari nk'abasirikare bagomba kumenya abaturage, bagende bafata gusa ngo babakubite babice, kandi ntabwo bakirasa abantu, nukubafatisha nugufata inuza ubufuni bakica nijoro n'ibyuma. Ce qui est votre plus grande préoccupation, c'est définitivement votre sécurité. Cette dernière sera notre priorité. Et le but qui est recherché, c'est que l'on puisse vous dire, dans un avenir le plus rapproché possible, j'espère, que tout le Rwanda est un pays qui est sécuritaire. Il y a d'énormes démarches. En août 1994, les casques bleus de la minoire prennent la relève des troupes françaises dans le sud-ouest du Rwanda. Le major canadien Luc-André Racine promet aux déplacés de les protéger à tout prix. Et soyez persuadés que, basé sur des leçons tirées du passé, la détermination vis-à-vis l'usage de la force, si le besoin s'en fait sentir, est déjà acquise, et soyez assurés que les gens, les troupes, n'hésiteront pas à s'en servir si le besoin s'en fait sentir. Aujourd'hui, on décrit la situation à travers le Rwanda, et avec raison, sous contrôle, assez calme, et le nombre d'incidents de bavures, parce que je décris comme bavure maintenant, et des crimes crapuleux. Le Rwanda est presque plus calme que ce que vous avez trouvé dans la région, dans la plupart des autres pays. Vous n'avez plus d'échanges de feu entre deux groupes, vous n'avez plus des assassinats en très grand nombre. Il se passe des grandes journées où personne n'a été assassiné ou quoi que ce soit. Donc on doit regarder ça comme un certain progrès. Après plusieurs discussions, Antoine a enfin convaincu 300 déplacés de rentrer avec lui à Mbazi. Il s'est rendu jusqu'à Butare pour rencontrer les nouvelles autorités, qui lui ont garanti qu'il pouvait revenir. En tout cas, la famille se sent très très heureuse de pouvoir rentrer à la maison. Moi, ce qui me rend très heureux, c'est que j'ai pu trouver des volontaires pour rentrer, c'est que j'ai pu en trouver ici. Ça ne fait plaisir à personne de rester accroupi ici. Ils disent qu'il faut que nous rentrions pour pouvoir aller travailler, pour pouvoir aller labourer et travailler de nos propres mains, qu'ils disent. Sur le chemin du retour, un premier barrage. Des soldats du FPR fouillent les déplacés à la recherche d'armes ou de gens figurant sur leur liste noire. Chaque déplacé doit s'inscrire sur les registres officiels. Si son nom apparaît sur les listes d'indésirables, il peut être détenu sur le champ.
2 heures plus tard, Antoine et sa famille arrivent enfin chez eux. Un officier du FPR les accompagne. Il récupérera la voiture de la commune. Antoine ne sera plus bourgmestre. Je ne sais pas comment je vais pouvoir arranger tout ceci. Ce qui me peine beaucoup sont mes livres. Vandaliser les livres, vandaliser les écrits. Malheureusement, je manque le dictionnaire grec, donc c'est le plus compliqué. Et je crois que ça finit, je pense que ça finira par revenir après tout. Ce qui n'est pas déchiré, je pourrais l'avoir. Ça va, ça ira. C'est pas si pire que ça. Parce que la maison, elle est intacte. Ce qu'il y avait de pillable a été pillé, c'est sûr. Mais la maison, on n'a pas touché à la maison. Mukure cyane muhanoze rwose. Muriho. Pasiteri. Karame. Muraho. Muraho. Muraho neza. Muraho. Yego. Wa mukecuru biteze. Lorsque nous sommes partis vers le Congo, nous n'avons rien emporté d'ici. Regarde les choses avec lesquelles nous revenons. Il y a de quoi manger. Même on revient avec 3 chaises. Quand on est parti, on n'avait pas ces chaises-là. Et puis l'essentiel, c'est d'être sain et sauf et de pouvoir travailler. Évidemment, ça fait toujours de la peine de recommencer à nouveau, de recommencer presque à zéro, mais il le faut, c'est nécessaire. C'est très nécessaire. Voici les voisins, les voisines commencent à revenir. Ils vont nous épauler petit à petit. C'est que malheureusement, pour la plupart, nous sommes dans les mêmes conditions de nudité, d'indigence. Mais il va falloir travailler et nous y parviendrons. La commune de Mbazi reprend vie peu à peu. Malgré les difficultés, Consciencia et Jean-Baptiste ne regrettent pas d'être rentrés. Hawundi nta biribwa twaje dusanga mu mazu, ibintu bari barasahuye inzu mbega barazejeje. Ari ibikoresho ntabyo twasanze, uretse kuba wasanga wenda nk'umuvandimwe wasigaye akakubwira ati ndambe ngutije uzahahe icyawe ubundi uzasubize. Nta mazi twanywaga mabi nyine mbega nayo yakururaga iyo ndwara. Ubwo rero twagiye kuza ari ukumena tuvuga tuti reka dutahe dusubire mu matongo yacu nidushaka inzara izadutsinde ariko tujye kugwa iwacu kuko hari hanyuma y'ahandi.
La famille ne mourra pas de faim. Consciencia et Jean-Baptiste ont reçu une houe et des semences d'agences humanitaires. Cette première récolte garantit leur survie pour les prochains mois. À Mbasi, comme partout dans le pays, le plus difficile demeure la réconciliation entre les voisins. yahitaga asubirayo nijoro agahita agumayo ko bamwe na bamwe baraza tukabafata n'ubu ngubu iyo bashoboye kuza baraza bakihisha mbega baza ari nijoro ntawe ubabona uretse ko hari ushobora nko kugaragara noneho bakaza bakabimenyesha ubutegetsi bakaza kuza kumufata nijoro bakamushyikiriza ubutegetsi rero bagashajyana abantu bamushinja koko yishe yabona bamushinja leta ikamukomeza ikamufunga yabura abamushinja bakamurikura akigarukira. Beaucoup de gens ne se sentent pas en sécurité à Mbasi. Après être revenu du camp de déplacés, Cécile Mukandoutilé déménage une fois de plus. Pendant le génocide, Cécile avait caché un Tutsi chez elle, mais les miliciens l'ont découvert et abattu. Aujourd'hui, les parents de ce Tutsi accusent Cécile de l'avoir dénoncé. Ils ont porté plainte auprès du FPR. bishe muri kwa musonera bishe muri umuna wa Anastasi bica se wabo Nyangezi bica bisha abantu kanandese bituma abantu b'Iburuseli baje kuvuga ngo ninze mbi Kigali bati waratanzwe byararangiye aho ngaho barahagusanga bakwica ibyo ngibyo ntacyo abantu ino ubu ngubu bariba baranyaruka bakiba abantu bakabica umuntu apfa kuvuga gusa ko wishe cyangwa ko ufite ikintu cyo kwica mwana mujyana imbere La prison de Butare, dans le sud du Rwanda. Construite pour 1200 prisonniers, elle en comptait 4500 le jour de notre visite. Parmi ces milliers de visages, nous avons retrouvé Antoine Sibomana. Une semaine après son retour à Mbasi, des soldats du FPR sont venus l'arrêter chez lui. Antoine est prisonnier ici depuis 5 mois. Chaque semaine, 1500 personnes sont arrêtées à travers le pays et entassées dans des prisons sales et surpeuplées, sans qu'aucun processus légal ne soit engagé. La plupart sont Hutus. Avec seulement 14 juges dans tout le pays, ces prisonniers risquent de croupir ici pendant des années. On nous accuse tous d'une même faute. On dit bien, vous avez participé au génocide. C'est tout. Mais qu'on arrête un enfant de cet âge-ci, un bambin comme celui-ci, un bambin comme celui-là, des vieux, on n'en voit pas ici, des femmes, des enfants, pour une même et seule accusation. Et je crois quand même que ça peut donner à réfléchir pour des gens qui disent qu'ils avancent comme système la défense du droit de l'homme, la défense de la justice, l'état de droit. Et disons, moi, ça fait 5 mois que je suis interné ici, mais il y en a qui sont en train de faire leur 7e mois, s'il vous plaît. Et c'est à peine, il y a à peine une semaine, qu'on commence à adresser légalement des mandats d'arrestation et d'internement. Il y en a qui n'ont même pas de dossier actuellement encore, qui ont avoué sous les coups, qui ont avoué sous la terreur, qui ont avoué pour pouvoir sauver leur peau, etc.
Et puis on était là dans une sorte de parti pris. Vraiment, c'était vous montrer l'homme fort du régime, l'homme fort du moment. Maintenant, c'est nous qui sommes les plus forts. Alors tais-toi, à vous ou tais-toi. Dans l'enfer de cette prison, un homme nous a donné subrepticement une lettre, un appel au secours. Aux hommes épris de pitié et de justice. Cette prison est désormais un dépotoir des humains pour extermination. Les prisonniers souffrent de toutes sortes de maladies générées par la terrible promiscuité. Ils meurent massivement, sans vue ni connue de l'extérieur. Les arrestations se sont opérées sans la moindre pièce légalement reconnue. Nous vivons dans l'incertitude absolue. Il faut éveiller l'attention des autorités pour qu'elles instruisent rapidement les dossiers et que les rescapés innocents recouvrent leur droit inaliénable qu'est la liberté. Doit-on céder au formalisme pour jeter dehors les gens criminels parce que nous n'avons pas encore des enquêteurs pour établir ces dossiers? Eh bien, il y a de fortes chances que si ces gens sont dehors, ils seraient massacrés. Mais les murs des prisons rwandaises ne protègent pas les détenus. Une vingtaine meurent tous les jours. D'autres porteront à jamais les traces des mauvais traitements qu'ils ont reçus. Celui-ci, il a été, on l'a appelé comme ça, Nignondo. Avec une eau usée, on a frappé ça. Et il en est resté pratiquement infirme. Celui-ci a été frappé et blessé, et vous envoyez les suites. Quand vous imaginez la passion, les cœurs des gens qui ont perdu les leurs, qui attrapent ce genre de jeunes qui les ont massacrés, eh bien, il est difficile de les maîtriser. Effectivement, certaines personnes ne savent pas maîtriser leur passion. Lui, c'était un coup de pilon. Un coup de pilon, quand on voulait donc le faire entrer dans un trou. Là, vous me prenez au dépourvu parce que je n'ai pas d'évidence. On ne m'a jamais rapporté qu'il y avait des problèmes de torture. Écoutez, c'est déjà une torture, c'est assez d'une torture d'être dans une boîte de 10 et que vous êtes déjà 100. Mais il faut quand même se réjouir qu'on arrête les gens, qu'on les zigouille pas. Celui-ci, il a eu des liens par ici. Donc, on vous prend comme ça, on vous lie par derrière les deux bras, et puis on vous couche sur le ventre, et vous envoyez les traces. Hein? Mais qu'est-ce que vous voulez que la Minoire fait? Moi, je suis très réticent à vouloir, par exemple, agrandir leur prison avec des ressources de bord. Vous savez qu'est-ce qu'on va faire? On va m'accuser de créer des camps de concentration. À partir du moment où la justice n'est pas assise pour essayer d'apaiser le courroux des victimes, à partir du moment où l'administration territoriale n'est pas bien installée pour assurer le maintien de l'ordre, à partir du moment où les services étatiques n'ont pas de moyens suffisants pour asseoir la sécurité dans tout le pays, comment voulez-vous que les droits de l'homme soient respectés comme il faut? L'étau se resserre autour des réfugiés rwandais. S'ils rentrent au pays, ils risquent d'être tués ou jetés en prison. Mais ici, dans les camps, ils sont sous la coupe de criminels de guerre notoires. En novembre, ceux-ci ont forcé les étrangers à quitter Katale. Franchement, il nous semble que vous êtes fatigué de vivre. Vous savez tout ce que vous avez fait à Katale. Malheureusement, vous pensez que nous, les réfugiés noirs, nous ne savons pas percer la réalité des faits. Dites-nous pourquoi vous êtes partis à Kigali, pour faire le rapport de votre mission à votre patron, le FPR. Mon cher, nous savons que vous êtes maintenant à Caire Canada Goma
et que vous êtes un agent secret. Combien de cas de mort avons-nous enregistrés dans notre camp à cause de toi? Bref, nous te demandons de quitter dans les 48 heures si vous tenez à votre vie. Même les maisons privées qui pourront vous héberger, nous savons les situer. Nous avons confiance en nos services sur place. Merci et bon voyage. J'ai reçu cette lettre-là, je crois que c'était le... Guy Banville travaillait pour Care Canada à Catalé quand il a reçu cette lettre anonyme exigeant son départ du camp. Un journaliste. Et c'est ce qui est arrivé dans la matinée. Les informations de tension s'aggravaient, les menaces envers le personnel expatrié se précisaient. Et à un moment donné, il y a une de mes employés qui est venue m'avertir qu'il y avait des gens qui arrivaient avec des grenades à la base. Alors, on a fait ni un ni deux. Déjà, on avait enclenché un processus d'évacuation. Dans les 15 minutes qui ont suivi, on avait quitté la place. Comme tous les employés de Care, Lynn Gouguet a elle aussi quitté Catalé. Les miliciens du camp ont attaqué à la machette les jeunes avec qui elle travaillait. Après avoir englouti des millions de dollars dans cette opération humanitaire, la communauté internationale doit aujourd'hui se rendre à l'évidence. Tout comme dans le cas des Khmers rouges au Cambodge, l'aide humanitaire a remis en selle un régime meurtrier. Avec comme résultat le spectre d'une nouvelle guerre. L'ex-préfet de Kigali et une autre personne ont clairement dit que, bon, c'était une nouvelle force qui se réorganisait, qu'ils avaient l'appui de puissances étrangères, qui se préparaient à négocier durement avec Kigali et que si les conditions n'étaient pas acceptables pour le retour à Kigali, ils rentreraient par la force sans aucun problème. La communauté internationale ferme les yeux sur un tel scénario. Les agences de l'ONU continuent d'acheminer des vivres dans les camps, malgré le contrôle total des extrémistes Hutus. Ceux-ci ne tolèrent aucune ingérence dans leurs affaires, et surtout pas la présence de caméras étrangères. We are just a refugee agency, and for us, all the people who cross the border are refugees and nothing else. And we're not judges, we're not courts. We cannot try and establish or determine who's a killer, who's not a killer, who's done wrong and who's done good. We see these people as desperate people who are afraid and flee, and we have to feed them and give them some shelter here, and that's our task. It's up to the courts, international, national, whatever, to decide who's guilty and who's not guilty. We cannot do it. We don't have the people to do it. We don't have the mandate to do it. And we simply, this is not part of our job. Médecins sans frontières critique cette vision étroite de l'aide humanitaire. Selon MSF, la communauté internationale joue les Ponce Pilate. Elle aurait dû isoler les responsables du génocide facilement identifiables et les traduire en justice. Le message qu'on envoie, nos sociétés envoient, c'est assassiner, massacrer, faites ce que vous voulez, mais de grâce, laissez-nous assister les quelques survivants. Les Médecins sans frontières, nous avons décidé de nous retirer parce que les trois conditions que nous estimions minimales pour intervenir n'ont pas été remplies. Donc, un, la lutte contre l'impunité, rien n'a été fait pour lutter contre l'impunité. Le déploiement d'une force de police internationale, rien n'a été fait de ce côté-là. Et le changement de système de distribution à l'intérieur des camps. Aujourd'hui, la distribution reste entièrement contrôlée par ceux qui ont commis le génocide. Donc l'aide humanitaire, parfois, ça doit consister à dire non, parce que parfois, en ayant l'impression de rester et d'assister des victimes, on fait plus de mal que de bien. Et l'aide humanitaire peut parfois avoir des conséquences davantage négatives que positives. En décembre 1994, le gouvernement rwandais décide de démanteler les camps à l'intérieur du pays.
la Minoire appuie cette initiative en mettant sur pied l'opération Retour. Là où la persuasion échoue, on coupe l'eau et les vivres. Des milliers de déplacés reprennent la route, mais beaucoup refusent de rentrer sur leur colline. Ils se réfugient ici, dans le camp de Kibeho. En avril, les soldats du FPR assiègent le camp. Pendant 5 jours, les 120 000 déplacés craignent le pire. Les soldats sont venus à la demande du gouvernement, ont encerclé tout le camp. Maintenant, personne ne peut sortir, personne ne peut rentrer. S'il y a quelqu'un qui tente de quitter ce camp, on le tue. Alors, nous vivons ici dans une situation, c'est vraiment une concentration, c'est un camp de concentration, comme dit-on d'Hitler. Donc, il n'y a personne qui peut aller chercher de l'eau, personne ne peut aller à la toilette. Vous voyez, il pleut, on ne mange pas. Maintenant, c'est la mort ici. Hier, les soldats sont venus, ils ont tiré sur les déplacés. C'est le masse. On a eu plus de 30 morts ici. Le 22 avril, les troupes du FPR tirent dans la foule de femmes, d'hommes et d'enfants pris en otage. Beaucoup de déplacés meurent sur le coup. Dans la panique qui s'ensuit, des centaines d'autres sont piétinés et meurent asphyxiés. Le président rwandais, Pasteur Bizimungu, visite le camp de Kibeho le lendemain du massacre. Il essaie de minimiser l'ampleur des tueries. Une bataille de chiffres s'engage au milieu des cadavres encore chauds. Les casques bleus de la Minoire présents sur les lieux ont compté plus de 4000 cadavres. Bizimungu, lui, veut faire réouvrir les fosses communes afin de prouver, dit-il, qu'il y a seulement 300 morts. Soyez persuadés que, basé sur des leçons tirées du passé, la détermination vis-à-vis l'usage de la force, si le besoin s'en fait sentir, est déjà acquise et soyez assurés que les gens, les troupes, n'hésiteront pas à s'en servir si le besoin s'en fait sentir. Moi, je vous dis que des exactions systématiques, organisées, si j'avais des évidences de ça, je pourrais interférer. Parce que mon rôle est de protéger les Rwandais. Là, au point de vue sécurité, notre présence a certainement favorisé le retour des gens et un climat de confiance. Tout comme lors du génocide un an plus tôt, les 5000 casques bleus de l'ONU ne font rien pour arrêter le massacre de centaines d'innocents. L'opération Retour se clôture par une descente aux enfers. Forcés de rentrer chez eux, les survivants de Kibeho risquent d'y subir la vengeance des Tutsis, sans pouvoir compter sur la Minoire pour les protéger. Qu'on soit privé de sa liberté, ça va. Mais qu'on soit privé de sa dignité, c'est une autre question à se poser. Enfermer des gens comme ça et les laisser dans une incertitude, nous autres, nous disons que tout peut arriver. N'importe quoi peut arriver, n'importe quand. Il y en a aussi qui sont internés dans les communes, même dans des containers,
dans des cachots communaux, dans des trous réservés aux militaires. Alors nous autres, ce que nous souhaitons, eh bien, il est temps de pouvoir identifier les responsables de ce génocide qu'on dise, et de pouvoir libérer les innocents. Je ne crois pas qu'après le massacre d'un demi-million de personnes ou 1 million de personnes, on ne sait pas, on puisse demander à un pays de se réconcilier, de recréer les bases d'une société civile stable, sans au moins savoir ce qui s'est passé et savoir qui a fait quoi, qui a réellement été responsable de quoi. C'est pour ça que je crois que la justice au Rwanda, mais aussi la justice internationale, est une espèce de précondition de la réconciliation du peuple rwandais. Je ne crois pas qu'il y aura de réconciliation tant qu'il n'y a pas eu une forme de justice saine au Rwanda. Or, aujourd'hui, on voit que beaucoup de gens, y compris certains éléments du pouvoir actuel, ne veulent pas de cette justice, c'est-à-dire veulent tout interpréter en termes de rapport de force, d'exacerbation de ce pseudo-conflit ethnique, etc. Les 2 millions de Rwandais en exil sont pris au piège. Entre d'un côté les responsables de l'Holocauste rwandais, aujourd'hui seigneurs des camps, de l'autre un régime qui n'a pas su les convaincre qu'il voulait la réconciliation. Pour les réfugiés, c'est peut-être le début d'un long cauchemar.